on vit une période où on est enfermé, genre la moitié de l'année. Bon, déjà, c'est quand même bizarre. On est obligé de porter des masques, ce qu'on n'a jamais fait, en Mmh. tout cas dans le monde moderne, en tout cas en France. D'ailleurs, on a même, à l'époque, rappelez-vous, créé une loi pour pas se cacher le visage. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, donc on vit ça pendant 2 ou 3 ans avec un masque. Ouais. On vit aussi avec un pass sanitaire, puis après un pass vaccinal. On nous oblige à nous injecter, Mmh. donc, enfin, pas totalement obligatoire, mais bon, Oui. pour certains c'était obligatoire. Mais après tout ça, on se dit ah ben non mais en fait j'ai un trauma mais d'où ça vient. Les gens se posent la question d'où ça vient. Ben Alors forcément ça déjà, ne peut venir que de ça. oui, alors déjà pour se poser la question d'où ça vient, il faut avoir conscience d'avoir un trauma ou même que globalement, parce qu'en fait mon point de vue c'est qu'on a eu un trauma collectif en fait, Hmm. et derrière ce trauma collectif, il y a une somme de traumas individuels. Mais pour beaucoup de personnes, en fait tout ce qu'on a dû vivre là, c'était juste obligé, on n'avait pas le choix. Il y avait un grave virus, heureusement que le gouvernement a pris toutes ces décisions et la possibilité de les mettre en perspective par rapport, on pourrait dire, à une anthropologie humaine et aussi au respect du droit tel qu'on le connaissait jusque-là. Prenons l'exemple du fameux principe de précaution dont on nous a rebattu les oreilles pendant des dizaines d'années avant la crise sanitaire. Bah, vous remarquerez qu'à partir de la crise sanitaire, on n'a plus jamais parlé du principe de précaution. Donc on a bien entendu, nos gouvernants pervers changent régulièrement de discours en fonction de leurs intérêts. Mais donc pour beaucoup de personnes, ce qui s'est passé là, bah, c'est ce qui devait se passer vu la dangerosité de ce que nous vivions et je pense que même certains sont tout à fait, presque dans la gratitude. Enfin, il y a encore des gens qui pensent que le gouvernement a fait tout ce qu'il fallait et que heureusement qu'on a été confinés, heureusement qu'on a eu ceci, qu'on a eu cela, les masques et tout ça. Oui, mais parmi ceux qui ont mal vécu cette période, intellectuellement, ils n'ont pas un cheminement où ils peuvent s'expliquer que, attendez, j'ai mal vécu cette période, donc du coup, depuis cette période, je vais pas bien. Pour cela, ils ont besoin d'aide. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. C'est un peu le travail des psys en cabinet. On est habitué à ça. C'est-à-dire que quand les personnes arrivent en cabinet, la plupart du temps, elles ont une difficulté, elles vont mal, elles ont une difficulté à vivre telle ou telle chose du quotidien, mais elles n'ont pas nécessairement du tout la question de l'origine en tête, en fait. Elles ne savent pas pourquoi elles ne vont pas bien. Et ce qui va justement les aider, ça va être de les aider à nommer les choses progressivement. Mais très souvent, c'est nous qui mettons un mot à un moment donné, le mot de trauma ou le mot, plus simplement, parce que ça ne les touche pas directement, mais on va mettre le mot de maltraitance, on va mettre le mot de harcèlement, on va mettre le mot d'action perverse vis-à-vis d'elle. Et là, on sent quelquefois dans le regard de la personne quelque chose qui se passe et qui se dit: «Ah bon, mais est-ce que j'aurais vécu quelque chose de cette nature ?» C'était passé au travers et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça passe au travers. D'abord parce que beaucoup de gens sont pris, et ça non plus je pense que ça n'est pas un hasard, dans un quotidien tellement compliqué, tellement rudoyant, avec plein de choses à régler, et sont pris tout simplement dans une routine, et une routine qui souvent n'est pas simple. Donc la possibilité de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit n'est pas si facile que ça. Quand on voit que 80% des personnes qui se sont fait vacciner lors de la première dose Covid l'ont fait pour pouvoir continuer à aller au resto, voyager, aller au ciné, etc. Vous vous rendez compte que la population, dans son immense majorité, est beaucoup trop proche de son individualisme que de l'intérêt global de la société qui, lui, peut faire en un rien de temps plier le pouvoir. Mais c'est pour ça qu'on a toujours dit diviser pour régner. Et la meilleure façon pour régner, c'est le mensonge. Avec le Covid, la démonstration est ce qu'on a fait de mieux depuis un siècle. C'est-à-dire que on raconte une chose, puis le contraire, on essaie de faire croire qu'on vacille, qu'on ne maîtrise pas, qu'on avance, qu'on s'adapte. Non, non. Le programme était là. Le but est de mentir en permanence. Pourquoi? Parce que le mensonge, c'est la base de l'exercice du pouvoir. Ça me gêne, mais c'est comme ça. Parce que à partir du moment où vous dites vrai, vous allez finir par mettre en place un consensus. Et donc, à partir de là, vous allez prendre le risque de voir tout le monde dans la rue vous éjecter
si vous ne faites pas ce qui correspond à l'intérêt public et que vous êtes en train de protéger les petits copains, etc. Alors que par le biais du mensonge, vous mettez inévitablement et volontairement en place une zizanie, puisque les moutons vont croire le discours officiel, les initiés et les éveillés vont dire non mais arrêtez vos bêtises, c'est pas vrai. Et là, vous avez déjà une partie de la population qui est contre une autre partie de la population. Donc à partir de là, ça ne peut pas fonctionner. Une révolution, elle est organisée parce que, reprenons celle de 1789, ce n'est pas la population qui a mis ça en l'air, c'est la franc-maçonnerie en place. Je l'ai montré, tout à fait, je l'ai montré tout à l'heure, encore une fois, la vidéo de 73, j'ai oublié de partager, je vais repartager le lien dans le chat comme ça, chacun, même ceux qui n'ont pas Twitter, pourront voir. La vidéo, elle dure 7 minutes. C'est un bijou. Moi, quand je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit, mais faut que je la mette en favori, il faut que je la ressorte dans une émission, parce que justement, c'est ça, le cœur du sujet. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'est fondamental. C'est-à-dire qu'en réalité, jamais le peuple n'a fait la révolution dans l'histoire. Et ça, malheureusement, on nous a toujours fait croire à l'école, dans les livres, etc. Et aujourd'hui, en 2025, le temps est venu d'apprendre à désapprendre. C'est-à-dire que l'école nous a formatés à devenir des cons, à des abrutis. Je suis désolé de le dire comme ça, hein. Moi, j'ai passé 20 ans à l'école. Donc, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que j'étais totalement ignorant et j'ai l'impression de rien avoir appris à l'école ou très peu. En tout cas, aujourd'hui, je vois qu'il y a énormément de boulot à reprendre à zéro. Et je remercie des Marion Sigaud, je remercie des Pierre Hillard, qu'on pense que, quelles que soient les opinions qu'ils ont, etc., ils ont la pédagogie. Et j'aurais adoré les avoir comme prof à l'école parce que je pense qu'on aurait gagné beaucoup de temps. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, il y a des mystifications, etc. Et la franc-maçonnerie, contrairement à ce que certains peuvent penser, elle a encore beaucoup de pouvoir. First lie was to tell people that we actually had a crisis. You know, I mean, looking at COVID, right? It was no more dangerous than any old flu that, you know, populations get hit with every single year in the winter season. Correct. So they made up this crisis. Oh, it's going to kill us all. That was, you know, pretty much the rhetoric that was, you know, in the beginning, we're all going to die. God help us, right? So they created this crisis, as you rightly pointed out. They literally made it up to then be able to push a solution, Right. which then was, you know, the deadly shots, I want to call them. So, but the lies didn't stop there. On top of all of that, remember in the early beginnings, there were discussions about the origin of COVID, right? And it came from a lab. And they bent over backwards to suppress that information. I mean, Facebook posts were taken down. Twitter posts were, you know, deleted. Free media were taken down. They needed to suppress that information. And here we have a psychological mechanism because you need a crisis to get people to do what they don't want to do, but you need a crisis. You need a solution. But the only way that solution would work is if people would perceive it as a stroke of fate, where there is no culprit, right? So had there been established it was from a lab, then that would have been the culprit. And then they would have been angry at, you know, the scientists not taking proper care of the hazardous material in that lab. But no, it needed to be some, you know, anonymous kind of thing. So people would get panicky and they would just do as they were told. That's the mechanism that was at play here. So, yeah, but it's lies after lie after lie. In France, they told us the hospital was saturated because of COVID. But they never say to the population, there is a goal in France, I don't know if it's the same in Germany, in America, there is a goal to be saturated. Because if the hospital is not saturated, Exactly. it should not have all these tools and Right. everything. So to keep Well, it was living. even worse than that. Oh, yeah, there was at many. least in Germany, the hospitals were paid to leave the capacities free. Oh yeah.
They were paid to not treat patients. So on top of everything, what we're looking at the damage from these jabs, we're looking at collateral damage. How many treatments were not received? How many people did not go to the hospital because they weren't allowed to because this COVID crisis hit, right? So they might have had cancer, but it wasn't recognized early enough. So all of these treatments that were withheld, you know, we need to add that to the damage, not only what was caused by the jabs. So it's an enormous amount of damage was done. Un rapport de 54 pages du JCCF démontre que les excès de mortalité explosent depuis 2020. Chez les moins de 45 ans, les décès ont bondi d'un tiers. Chez les enfants de 1 à 14 ans, plus 16%. Et en 2022, 15% des morts de jeunes ont été classés comme cause inconnue. On peut se demander quelle est la cause réelle de ce problème, hein. Seulement 6% de ces décès ont fait l'objet d'autopsie, comme si la vérité devait rester enterrée. Et le plus glaçant, les décès Covid eux-mêmes ont augmenté après la vaccination massive. Mais silence, pas un mot des ministres de la Santé, pas un mot des médias canadiens, comme si les morts n'avaient jamais existé. Pourtant, certains osent parler. John Carpet, président du JCCF, l'affirme. Le Covid est devenu un culte. Les confinements étaient l'évangile et les vaccins le rite sacré. Mais désormais, les données contredisent le dogme et les fissures apparaissent. Aux États-Unis, de nouveaux courriels révèlent que le docteur Anthony Fauci demandait à ses collègues de supprimer ses messages après lecture et d'ajuster les chiffres du Covid pour correspondre au narratif officiel. Pas de chance, tout a été archivé et aujourd'hui, ces preuves refont surface. Et l'affaire pour aller encore plus loin. Selon Kirill Dimitrov, envoyé spécial de Vladimir Poutine, l'équipe Trump pourrait bientôt dévoiler la correspondance secrète entre le PDG de Pfizer et Ursula von der Leyen, surnommée Ursula Pfizer. Des mails qui, selon certains, expliqueraient l'opacité totale des contrats de vaccins et les milliards d'euros d'argent public envolés. Un scandale européen en gestation. Mais le plus explosif reste à venir. Robert Francis Kennedy Jr. dénonce désormais un véritable complot mondial de stérilisation orchestré par l'OMS et la fondation Bill Gates. Au Kenya, une campagne de vaccination anti-tétanique ciblant uniquement les femmes de 14 à 34 ans a révélé la présence d'HCG, une hormone utilisée pour provoquer la stérilité. Des tests indépendants l'ont confirmé et ce n'est pas un cas isolé. Des précédents ont été documentés au Nicaragua, au Mexique, aux Philippines. Un schéma mondial se dessine, sous couvert de santé publique, manipuler la reproduction humaine. Ce qui s'est passé en 2022, et ça c'est les chiffres de l'INSEE, il y a une augmentation pour faire très simple, de 10% de mortalité. Il y a une augmentation de mortalité de plus 10% en 2022 par rapport à 2021, c'est-à-dire plus 60 000 décès. Wow. Donc entre 2021 et 2022, on a une augmentation de 60 000 décès en France, qui est lié à la poudre de perlimpinpin. Ben non, il y a eu officiellement 40 millions de gens qui ont eu 3 doses. Et dans ceux qui avaient eu 3 doses, ça c'est un des chiffres que j'avais amené, il y avait 50% des décès qui étaient des gens sans antécédents, sans aucune comorbidité. Donc la seule cause de décès qui restait, c'est l'injection. Et ça s'appelle un agent de cause externe de morbimortalité. C'est comme quand on te tire avec une balle, c'est un agent de cause externe de morbimortalité. Quand on te plante un couteau, c'est un agent de cause externe de morbimortalité. Quand on te plante une aiguille ou on t'injecte un produit dedans, c'est un agent de cause externe de morbimortalité. Alors, ce qui est quand même... Donc c'est très lourd comme propos, mais ça ne veut pas discuter en haut, hein. Non, mais ils vont être obligés tôt ou tard, puisqu'il y aura tellement de morts, de toute façon. C'est cruel de le dire. Moi, j'ai quelqu'un de très très proche, pour qui j'ai une immense affection, qui a fait 2 crises cardiaques en un temps record, plus un AVC. Donc, les causes, 3 doses vaccinales, et en plus de ça, vu son âge, on lui réclame d'en faire une 4e, malgré toutes les conséquences qui ont déjà eu lieu auparavant. Ce qui va se passer, c'est très important, puisqu'on est à la croisée des chemins, dans la mesure où on voit qu'ils veulent absolument nous contrôler à tous les niveaux, c'est bien numérique que financier, pour s'assurer à ce que si on ne rentre pas dans les clous... mais moi, je vais te dire un truc qui est une donnée très factuelle. J'ai eu la chance de discuter avec un directeur de pompes funèbres. Il m'a dit, tu sais, Morad, c'est hallucinant. On a tellement de morts
Ça se passe en France. On a tellement de morts qui sont obligés de louer des frigos, d'autres frigos, ou les retenir en chambre funéraire plus longtemps dans les hôpitaux et autres, parce que ils ont des délais, même au niveau des endroits où ils pratiquent la crémation, ils n'ont pas assez donc ils mettent des délais complètement dingues auprès des familles donc là il y a quand même un chiffre que les médias mainstream pourraient aller vérifier, c'est la réalité de ce qui se passe au niveau des pompes funèbres. Ouais, non, mais de toute façon, tu sais, les datas, ils les ont. L'INSEE les a. Ils sortent aucune data sur la mortalité par classe d'âge depuis 2021. En 2020, il y a eu une mortalité importante à certains endroits. Pas partout, hein. Il y a des endroits où il ne s'est rien passé. Il y a des endroits au mois de mars, avril, en plein pic pandémique, on ne voit strictement rien d'anormal en termes de mortalité. Par contre, quand des mesures, quand des mesures sociétales importantes comme confiner, enfermer les gens chez eux, fermer les hôpitaux, enfin faire des choses comme ça, quand ça arrive, là, on peut voir dans certains pays des pics de mortalité extrêmement importants et impressionnants, notamment aux États-Unis. On a fait un article là-dessus avec Denis Rancourt, Marine Baudin, en fin 2020, il me semble, sur la mortalité, ou 2021, sur la mortalité aux États-Unis. Et là, on voit des pics très impressionnants. Les mesures politiques pour sauver les gens du Covid ont tué énormément de monde. C'est mesurable. Et donc, c'est une vraie grosse mortalité. Et c'est pas lié à un virus, c'est pas lié à une nouvelle maladie, c'est pas du tout ça. C'est lié au fait qu'il y a une grande partie de la population, une partie en tout cas importante de la population américaine, qui est très fragile, qui est très exposée aux aléas sociétaux. Donc, quand il y a un stress sociétal important imposé par les autorités, il y a des gens qui vont en crever. Parce qu'il y a plein de gens qui dorment dans la rue, il y a plein de gens qui vivent très chichement aux États-Unis. Voilà. Et donc, ces gens-là vont être particulièrement vulnérables à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont répertoriés comme handicapés mentaux graves aux États-Unis aussi. Donc, ces gens-là vont être très, très sensibles à ce genre de choses. Bref, donc, il y a une mortalité accrue et on a fait une corrélation. On a vu des corrélations importantes avec l'obésité ou la pauvreté. Voilà. En 2020. 2021 arrive effectivement le vaccin. Et là aussi, on voit des pics de mortalité concomitants avec des campagnes de vaccination. Donc, il y a un lien effectivement très fort qui n'est pas entièrement dû à la toxicité du vaccin, mais aussi au stress sociétal imposé par les campagnes de vaccination. Parce que quand on impose le vaccin, eh ben, on retire des droits aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner, par exemple. Et donc, eux aussi peuvent mourir à cause des droits qu'on leur refuse, du fait que ils aient plus le droit de sortir de chez eux ou qu'ils soient enfermés dans leur chambre, dans un EHPAD ou je ne sais quoi, ce genre de choses. Et ben on va aussi accélérer la mort de ces personnes-là. Donc c'est un ensemble en fait. Et ce qu'on montre avec Denis Rancourt et voilà toute notre équipe, c'est que les campagnes de vaccination, dans l'ensemble, mais c'est pas lié que à la toxicité, ont tué à peu près 17 millions de personnes. C'est pas rien.